Hollywood a passé 30 ans à dire à Mark Dacascos qu'il n'était pas assez bon. Puis, en 2019, il entre dans John Wick, chapitre 3, et en 5 minutes à l'écran, il fait passer toute l'industrie pour des idiots. À 55 ans, en cuisinier de sushi devenu assassin qui fanboy sur Keanu Reeves, Dacascos livre ce que les critiques appellent la plus grosse surprise du film et absolument parfaite. Le film rapporte 30-26 millions de dollars. Il reçoit enfin ses fleurs. Mais voici ce que personne ne dit, il a toujours été aussi bon. La seule chose qu'ils ne l'ont jamais laissé jouer, c'est lui-même, un leading man qui se trouve être asiatique. Voici l'histoire d'un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait le plus à Hollywood, la bonne couleur de peau au bon moment. 1904 R, Honolulu, Hawaï, 26 février. Mark Dacascos ne choisit pas les arts martiaux. Ce sont eux qui le choisissent avant même qu'il sache marcher. Son père, Al Dacascos, est une royauté philippine des arts martiaux, fondateur du One-Up Kuen-Do, un style hybride qui mélange kung-fu, karaté et jujitsu en quelque chose d'entièrement nouveau. Sa mère, Morita, porte du sang irlandais et japonais et un traumatisme familial, des proches tués lors du bombardement d'Hiroshima. Sa belle-mère, Malia Bernal, est une combattante primée qui l'entraîne aux côtés de son père. Ce n'est pas une famille qui s'amuse, c'est une dynastie qui forme la génération suivante. À 7 ans, Mark gagne des tournois contre des gamins 2 fois plus âgés. À 18 ans, il collectionne des titres dans des styles que la plupart des gens ne savent même pas prononcer, karaté, kung-fu, discipline qui demande une discipline mentale que la plupart des adultes n'atteignent jamais. La famille déménage sans cesse. Hambourg, Allemagne. Il apprend l'allemand, compétitionne sur les circuits européens. À 17 ans, il part seul à Taïwan étudier le kung-fu shaolin et le mandarin, vit dans des temples, s'entraîne jusqu'à ce que son corps casse et se reconstruise plus fort. Il devient champion d'Europe de kung-fu en lightweight. Il étudie le muay thai auprès de champions thaïlandais. Il s'entraîne à la capoeira avec Maître Amen Santo, apprend l'art brésilien qui mélange danse et combat. Il maîtrise le wushu. Il parle plusieurs langues. Il est exactement ce que Hollywood prétend vouloir, compétent, dévoué, multilingue, prêt pour la caméra. Son héritage mixte, japonais, philippin, espagnol, irlandais, chinois, aurait dû le rendre polyvalent. Au lieu de ça, ça l'a rendu inemployable. L'équipe du réalisateur Wayne Wang le repère dans la rue. Il voit une star de cinéma. Il y a quelque chose chez lui, la façon dont il bouge, la confiance, le visage que les objectifs adorent. Il le caste dans Dim Sum, A Little Bit of Art, un film sur les dynamiques familiales sino-américaines. Il prépare comme pour un tournoi, étudie le script, recherche le personnage, donne tout ce qu'il a. Ces scènes sont supprimées du montage final, pas réduites, supprimées entièrement. Bienvenue à Hollywood, petit. Première leçon, tu es jetable avant même de commencer. Le producteur M. Saban développe Bioman, une version américaine d'un show de super-héros japonais. Mark Dacascos est casté comme Victor Lee, le rangé rouge, pas un secondaire, pas du comique relief, le leader, le héros, celui qui fait les plans et sauve la situation. Ça aurait fait de lui le premier super-héros ado-asiatique américain à la télévision. Pense à ce que ça signifie. En 1986, la représentation asiatique à la TV américaine, c'est Mister, Miyagi et Long Duc Dong. Stéréotype et second rôle. Dacascos aurait été autre chose, un jeune, athlétique, héroïque laide que des millions d'enfants américains auraient pu admirer. Le pilote est tourné. Il est beau. Kitsch comme toutes les adaptations tokusatsu, mais fin, énergique, exactement ce qu'il fallait. Saban le pitch à tous les grands networks pendant 5 ans. Nab passe, Sub passe, Ab passe, Fox passe. Chaque fois le même retour vague, corporate, mais le sous-texte est clair. Le public américain n'acceptera pas un ado asiatique comme héros. Peu importe que le show parle d'équipe. Peu importe que l'action soit solide. Peu importe que Saban est un track record. Il regarde Victor Lee et voit un risque qu'ils ne veulent pas prendre. Dacascos dira plus tard avec sa diplomatie habituelle: personne n'a eu le courage de tenter le coup. Traduction: personne ne voulait d'un ado asiatique leader d'une équipe de super-héros et personne n'avait les couilles de l'admettre. Puis arrive Nice en 93. Saban reprend le même concept, recaste tout avec un nouvel ensemble où le personnage asiatique n'est plus le lead, renomme le Too Mighty Morphin Power Rangers et regarde ça exploser en phénomène mondial multimilliardaire qui domine les cours de récré, vend des millions de jouets et lance une franchise toujours en cours aujourd'hui. Sans lui, pense à ça une seconde. Une génération entière d'enfants asiatiques américains aurait pu grandir en voyant quelqu'un qui leur ressemble mener une équipe de super-héros, prendre les décisions difficiles, sauver le monde. Au lieu de ça, Hollywood a dit non, puis a fait des milliards sur le même concept avec un autre visage. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas du timing. C'est une porte fermée avec un panneau «Pas pour toi», suivi de quelqu'un d'autre qui passe et s'enrichit. Dacascos prend ce qu'il peut.
Universal Studios, l'engage pour jouer le jeune Conan dans leur spectacle live. Il balance des épées en mousse pour les touristes. C'est du travail honnête. Ce n'est pas pourquoi il s'est entraîné toute sa vie. Des apparitions invitées dans General Hospital où il joue un flic avec peut-être 3 lignes. Doogie Howser où il est un fond glorifié. Cligne des yeux et tu le rates. Son premier long métrage en 1990, Angel Town, sort direct au vidéo, un thriller martial que personne ne voit. Puis arrive 1983 et Only the Strong. Et pendant un bref instant, on dirait que c'est réel. Dacascos joue Louis Stevens, ancien Green Beret qui revient dans son ancien lycée de Miami, envahi par les gangs et la violence. Sa solution? Enseigner la capoeira à des jeunes en difficulté. L'art brésilien qui mélange danse et coups de pied dévastateurs. Le film montre tout ce qu'il sait faire, l'athlétisme, la présence à l'écran, la capacité à porter des scènes émotionnelles entre les combats. Fox le sort en salle, de vraies salles, et lui donne zéro soutien marketing. Il le jette dans quelques villes et le laisse mourir doucement. 1 an plus tard, Double Dragon le met face à Scott Wolf dans une adaptation de jeu vidéo qui aurait dû être du Finch-Loki. Les critiques le massacrent. Le box-office est un désastre. Les deux films disparaissent. Mais voici ce que personne ne veut dire, ni l'un ni l'autre n'a échoué à cause de Dacascos. Only the Strong a échoué parce que Fox ne l'a pas promu. Double Dragon a échoué parce que le script était nul et que le studio n'y croyait pas. Ils ont échoué parce que les studios ne savaient pas comment marketer un lead asiatique masculin. Ils le castent, lâchent le film sans soutien, puis montrent les chiffres. Tu vois, les leads asiatiques ne marchent pas, le public n'en veut pas, le piège est parfait. Prophétie autoréalisatrice déguisée en recherche de marché. Ils n'investissent pas en lui, puis lui reprochent l'échec que leur manque d'investissement a garanti. Des années plus tard, dans des interviews après que John Wick lui ait enfin donné la reconnaissance mainstream, Dacascos décrit le feedback qu'il recevait sans arrêt dans les années 90 et 2000. Je suis japonais et irlandais du côté de ma mère, chinois, espagnol, philippin du côté de mon père. Je n'étais pas assez asiatique, je n'étais pas assez blanc, je n'étais pas assez hispanique, c'était très difficile. Relis ça, laisse ça infuser, il n'était pas assez de n'importe quelle ethnie. Son identité réelle, mixte américaine vraie, fruit d'un héritage humain authentique, était le problème. Hollywood ne voulait pas de vraies personnes au background complexe. Il voulait des stéréotypes qu'il pouvait ranger dans des cases bien propres. Du coup, il l'utilise comme un portant humain, il l'habille en ce dont ils ont besoin cette semaine. Gangster chinois dans China Strike Force, parfait. Assassin japonais dans Crying Freeman, idéal. Moine Taï dans un épisode de Si, bien sûr. Guerrier iroquois dans un film français d'époque, absolument. Personnage hispanique, polynésien, amérindien, ce que tu veux. Un critique l'a résumé en 2013. Hollywood traite les acteurs asiatiques comme s'ils étaient interchangeables. Ce n'est même pas juste que Chinois et Japonais se ressemblent. C'est qu'un Asiatique à la peau un peu plus foncée peut jouer les deux races et même les Amérindiens. Si t'as l'air vaguement ethnique, tu peux jouer n'importe qui. Dacascos les a tous joués parce qu'il le fallait, parce que refuser du boulot, c'est ne pas manger. Parce que peut-être que le prochain rôle serait celui qui ferait tout basculer. Les factures s'en foutent de ta dignité, le loyer s'en fout de ton authenticité. Tu prends le boulot. 2001, le réalisateur français Christophe Gans tourne Le Pacte des loups, un film d'action horreur historique se déroulant en France. Il casse Dacascos comme Manny, un guerrier iroquois allié mystérieux du protagoniste. Le rôle est complexe, physique, chargé émotionnellement. Il demande du vrai jeu entre les scènes de combat. Dacascos livre. Le film est un phénomène en Europe, plus de 40 millions de dollars dans le monde, énorme pour un film français d'époque. Il reçoit plusieurs nominations au César. Dacascos décroche une nomination au Saturn Award pour meilleur second rôle. Les critiques américains qui le voient louent sa performance. Le public européen l'adore. Ça aurait dû être sa percée hollywoodienne. C'était le moment où les studios américains auraient dû regarder son succès international et se dire peut-être qu'on s'est trompé sur ce mec. Hollywood hausse les épaules. Au lieu de ça, il le caste en 2003 dans Cradle 2 de Grave, un véhicule pour Lee Lee où Dacascos joue le méchant slick qui affronte Lee dans des scènes de combat. Le film couple Lee avec le rappeur DMX. Personne ne se souvient de l'intrigue, mais les combats sont bons. Dacascos tient tête à l'un des artistes martiaux les plus célèbres au monde. Le film rapporte 56 millions au box-office. Encore une fois, il prouve qu'il peut tenir l'écran face à des stars établies. Encore une fois, rien ne change. Le message est clair. Tu peux soutenir des stars blanches ou des stars asiatiques établies. Tu peux être le méchant, le sidekick, le meilleur ami qui meurt héroïquement. Mais mener un film toi-même, ça non. Quand Food Network lui propose Iron Chef américain en 2005, Dacascos dit oui sans hésiter. Qu'est-ce qu'il allait faire d'autre? Les films d'action ne l'appelaient pas pour des rôles principaux. Il a la quarantaine, passé l'âge où Hollywood te donne une seconde chance. Il a une femme,
Julie Condra, rencontrée sur Crying Freeman, mariée en 1988 et des enfants à nourrir. Il a besoin de boulot stable. Le rôle est bizarre sur le papier. Jouer le Sherman, neveu théâtral de l'hôte original japonais d'Iron Chef, qui préside les compétitions culinaires avec une intensité dramatique. C'est campy, too much, volontairement ridicule. C'est aussi un emploi stable, 7 ans, plus de 200 épisodes. Ça paie bien, ça le garde visible. Mais ça détruit aussi ce qui restait de sa crédibilité Axio. Maintenant, il n'est plus juste le mec qui n'arrive pas à décrocher un LED. Il est le gars de l'émission de cuisine. L'industrie qui refusait de le prendre au sérieux en tant que star d'action a maintenant l'excuse parfaite. Il est devenu trop reconnaissable comme autre chose. La perception, c'est la réalité à Hollywood. Et la perception, c'est que Mark Dacascos est devenu une curiosité. Et pourtant, les films B continuent. Maximum Impact, Opération Rogue, Ultimate Justice. Des titres si génériques qu'on dirait qu'ils ont été générés par un algorithme. Ils continuent de bosser. Les crédits s'accumulent. Les opportunités, jamais. 2010 Vin Bin Van, rôle récurrent de Woofat, le cerveau criminel, ennemi juré de Steve Margaret, dans la reboot de Wi-Fi Zero sur CBS. Pendant 10 ans, Dacascos joue le méchant que le héros blanc bat dans des fins de saison satisfaisantes. C'est du boulot substantiel. C'est stable. Mais c'est encore une fois le rôle du méchant, pas du héros qui sauve la situation, l'antagoniste pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Entre deux épisodes, il rebondit dans des séries de genre Mortal Kombat Legacy, où il joue Kung Lao dans la web-série adorée des fans hardcore et inconnus du grand public, Kamen Rider, Dragon Knight, Agent SSLD, où il a un rôle récurrent comme Monsieur Guerra, un inhumain qui manipule les objets en métal, 8 épisodes oubliés de tout le monde sauf des complétistes Marvel. De bonnes performances à chaque fois. Les fans de genre l'adorent. Hollywood mainstream ne remarque rien. En 2016, à 52 ans, après 3 décennies dans le métier, Dacascos réalise enfin son premier film, Showdown à Manila. Après 30 ans devant la caméra à prouver tout ce qu'il pouvait faire, il passe enfin derrière. Et même là, il prend encore des cours de comédie, s'entraîne chaque semaine avec Patsy Rodenburg, la célèbre coach vocale et théâtrale britannique avec qui il bosse depuis 17 ans. Quand on lui demande pourquoi il prend encore des cours après 30 ans, sa réponse révèle tout. J'ai compétitionné en arts martiaux pendant 12 ans et on devait s'entraîner avant les tournois. C'est pareil. Il traite toujours ça comme un tournoi, toujours préparé, toujours perfectionner la technique, toujours croire que s'il est assez bon, assez compétent, l'industrie finira par le voir. Il ne comprend pas, ou peut-être qu'il comprend parfaitement mais refuse d'accepter, que l'industrie avait déjà décidé. Le talent n'était pas le problème, ça ne l'a jamais été. Le réalisateur Chad Stahelski l'appelle début 2019 avec une offre qui semble banale, un petit rôle dans John Wick, chapitre 3. Puis Stahelski dit quelque chose d'inattendu. En fait, je veux upgrader en zéro. L'antagoniste principal. On commence le tournage jeudi. C'était dimanche. Dacascos a moins d'une semaine pour préparer le plus gros rôle de sa carrière. 55 ans, 3 jours pour se préparer. Mercredi, il se rase la tête pour coller au design du personnage. Jeudi, il est sur le plateau, un entraînement avec certains des meilleurs cascadeurs du monde. Zero était décrit comme un assassin pro engagé par la High Table pour éliminer John Wick. Matériel de méchant standard, dangereux, compétent, mortel. Mais quand Dacascos lit le script, il voit autre chose. Zero n'est pas juste en train de chasser Wick. Il l'admire. Il y a une ligne. Je suis fin. Dacascos va voir Stahelski et Keanu Reeves avec une question. Et si on poussait plus loin? Et si Zero n'avait pas juste du respect pro, mais un vrai fanboy enthousiaste? Et s'il était mortellement sérieux pour tuer John Wick tout en étant complètement fan? Ils lui font confiance. Ils le laissent y aller. Et il prend cette confiance et crée quelque chose que personne n'attendait. Et le résultat est magique. Dans un film rempli de séquences d'action incroyables et de talents à liste, Mark Dacascos vole des scènes. Le moment où Zero s'assoit sur un canapé avec un John Wick blessé, en train de fanboy, je dois juste reprendre mon souffle. Je te rattrape, John, tout en planifiant clairement de reprendre sa tentative de meurtre, devient l'un des moments les plus mémorables de la saga. C'est bizarre, c'est parfait. Ça rend Zero encore plus dangereux, pas moins. Les critiques qui n'avaient jamais entendu parler de Mark Dacascos se mettent soudain à écrire sur lui sans arrêt. C'est The Ranger. Les gens qui ont fait le film comprennent comment utiliser Mark Dacascos mieux que quiconque ne l'a jamais compris. Ils le laissent être enthousiaste et fin, mais ils le font d'une façon qui ne fait que rendre son personnage encore plus effrayant, plus féroce et plus jouissif. Une autre critique. Parfait dans le film. La plus grosse surprise de John Wick, chapitre 3, Parabellum. Le film rapporte 36 millions de dollars dans le monde. À 55 ans, Mark Dacascos est enfin dans un film que les gens regardent avec un budget qui compte, dans une franchise qui restera.
Dans les interviews, il est d'une honnêteté rafraîchissante sur ce que ça représente. J'étais très honoré et absolument extatique d'avoir l'appel de Chad parce que lui et Keanu ont créé cet univers. Faire partie d'un film avec autant de diversité culturelle est inspirant et porteur d'espoir. Représenter les Asiatiques, aider à représenter les Asiatiques avec tant de co-stars, fighters, acteurs, performés, cascadeurs et cascadeurs asiatiques dans le film, c'était fantastique. Pour une fois, il n'est pas le seul visage asiatique dans un casting autrement blanc. Pour une fois, la diversité n'est pas traitée comme un risque à minimiser. Pour une fois, le film célèbre son casting international au lieu de s'en excuser. 2023, le Martial Art History Museum l'induit dans leur Hall of Fame. 59 ans, un prix pour l'ensemble d'une carrière que Hollywood a surtout ignorée. 2024, cérémonie du Black Belt Hall of Fame au Avalon Theater à Hollywood et Martial Art Entertainment Award. Reconnaissance de la communauté qui a toujours su sa valeur, même quand l'industrie ne voulait pas. 2024, l'Asian World Film Festival lui remet le Bruce Lee Award pour son influence durable sur les arts martiaux au cinéma à travers des décennies de performances et chorégraphies innovantes. L'industrie honore enfin des décennies de contributions, touchant, méritées et aussi un aveu, on t'a ignoré quand ça comptait. À 60 ans, il est plus occupé que jamais. Voix dans Blue Eye, Samurai sur Netflix, série animée sur un épéiste mixte dans le Japon féodal, rôle régulier dans Warrior saison 3, Kickboxer, Armageddon confirmé pour 2025. Il reçoit du respect. Du boulot, de la reconnaissance. 20 ans trop tard pour changer la trajectoire de sa carrière. Imagine si Only the Strong avait eu un vrai soutien marketing en 1983. Pas jeté dans les salles, mais vraiment promu. Imagine s'il avait marché comme il aurait pu avec du vrai backing. Imagine si Brotherhood of the Wolf avait convaincu Hollywood en 2001 de lui donner une vraie production américaine majeure. Il venait de prouver qu'il pouvait porter un film qui faisait 40 millions à l'international. Et s'ils avaient cru en lui? Imagine s'il avait été le Ranger Rouge en 1986, le premier super-héros ado asiatique américain que des millions d'enfants auraient vu à la télé. Tu ne peux pas l'imaginer parce que ça n'est pas arrivé. Et la raison pour laquelle ça n'est pas arrivé n'a rien à voir avec le talent, le dévouement ou la valeur de Marc Dacascos. Ce n'est pas une histoire sur surmonter l'adversité par le travail acharné. Parce qu'il travaillait dur depuis le premier jour. Il était dévoué dès 4 ans. Il était assez doué pour être champion d'Europe ado. C'est une histoire sur une industrie qui a gâché un talent générationnel parce que son visage ne correspondait pas à leur idée étroite de ce qu'est un héros. Pendant qu'il perfectionnait son art, prenait des cours, restait prêt, Hollywood donnait des rôles à des acteurs avec la moitié de ses compétences et le double de ses opportunités. Pendant qu'il enchaînait les sorties directes aux vidéos, des acteurs blancs moins entraînés devenaient des stars d'action dans des franchises majeures. Pendant qu'on lui disait qu'il n'était pas assez de n'importe quelle ethnie, l'industrie castait des acteurs blancs dans des rôles asiatiques et appelait ça assez proche. Mark Dacascos n'a pas battu la politique d'Hollywood. Soyons clairs, il a survécu. Et survivre, ce n'est pas triompher. C'est juste refuser de mourir quand tout autour de toi est conçu pour tuer ta carrière. À 60 ans, toujours en train de s'entraîner, de tourner, de prendre des cours, d'aborder chaque rôle avec la discipline d'un tournoi. Il a prouvé quelque chose que l'industrie n'admettra jamais. Il a toujours été assez bon. Les rôles n'étaient juste pas là. Les opportunités sont allées à d'autres. Le système était truqué depuis le début. Et combien d'autres n'ont même pas eu sa chance tardive? Combien d'acteurs asiatiques américains talentueux ont regardé le paysage des années 90 et 2000, vu le mur contre lequel Dacascos se cognait et décidé que ça n'en valait pas la peine? Combien ont tout donné et n'ont jamais percé parce que les murs étaient trop hauts et que leur résilience a fini par s'épuiser? Dacascos, c'est l'exception, celui qui a tenu assez longtemps pour attraper la vague quand les mentalités ont enfin commencé à bouger. Mais il n'aurait jamais dû avoir à être exceptionnel juste pour avoir une chance équitable. Il n'aurait jamais dû attendre 30 ans pour une vraie opportunité. C'est un vol. 30 ans de carrière au sommet gaspillés. Volé par une industrie trop lâche pour le marketer correctement, trop paresseuse pour voir au-delà des stéréotypes, trop confortable avec le statu quo pour prendre un vrai risque. Ils ont pris ses meilleures années, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, les décennies où on fabrique les stars d'action, et lui ont donné des miettes. Ils l'ont habillé en toutes les ethnies sauf la sienne. Ils l'ont fait méchant, sidekick, guerrier exotique, tout sauf le héros. Ils l'ont gâché. Et quand il a enfin eu son moment dans John Wick à 55 ans, quand il a enfin eu la plateforme, le budget et la confiance créative, il a prouvé ce que tout le monde aurait dû savoir en 1993. Il a toujours été aussi bon. Ils ne l'ont juste jamais laissé le montrer. Si cette histoire t'a touché ou t'a ouvert les yeux sur une injustice que Hollywood préfère oublier, like la vidéo et abonne-toi. On continue à raconter les histoires des légendes qu'on a essayé d'effacer. Ton soutien garde ces vérités en vie.